Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Salut Nicolas. Salut Johan, Ça va? très très bien. On peut commencer par une petite présentation de toi et ton travail. Ok, donc moi je m'appelle Nicolas Protet, je suis animateur, ça va faire un peu plus d'une vingtaine d'années. Enfin j'ai commencé en tant que généraliste et je me suis spécialisé petit à petit dans l'animation. J'ai travaillé 10 ans chez Disney et maintenant depuis très récemment là, je travaille chez DreamWorks. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur ton enfance et comment tu es arrivé à l'animation? Globalement, je suis arrivé à l'animation parce que je dessinais beaucoup quand j'étais petit, mais j'avais plein de copains qui dessinaient vachement mieux que moi. Du coup, il y a une sorte de frustration qui est arrivée. J'ai commencé à arrêter de dessiner jusqu'au jour où j'ai vu les premières images 3D, donc vraiment les vieux trucs, des boules avec des réflexions, enfin vraiment les premières images 3D. Je dirais avant les films d'animation 3D. Avant les films d'animation. Je savais pas comment c'était fait, mais j'étais vraiment impressionné. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, on trouverait ça moche. Mais moi, à l'époque, j'étais super impressionné. J'avais aucune technique. Je comprenais pas comment on pouvait dessiner aussi bien en perspective et dessiner des réflexions. Donc, j'ai commencé à chercher comment c'était fait. On m'a expliqué que de toute façon, c'était fait avec des ordinateurs qui coûtaient le prix d'une maison, avec des logiciels qui coûtaient le même prix. Mais voilà, petit à petit, à force de traîner dans des événements de vidéos, de rencontrer des gens, j'ai fini par obtenir des versions craquées de logiciels qui étaient trop chers pour que je puisse les acheter, mais ça m'a permis de me former petit à petit à la maison. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord la 3D en tant que juste, on va dire, opérateur 3D généraliste. Tu faisais de la modélisation, ce genre de choses? Ouais, à l'époque, de toute façon, je crois que j'ai commencé, le tout premier logiciel avec lequel j'ai commencé, c'était 3D Max. 3ds Max? Non, justement, c'était avant 3D Ah. Studio peut-être, je me souviens Ah plus ouais, comment ça ouais. s'appelait. Et de toute façon, c'était extrêmement limité pour faire de l'animation. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était plus le modeling pour justement compenser le fait que je dessinais mal. Donc c'était plus ça. Et petit à petit, avec le temps, hein, ça a pris longtemps, commencer un petit peu à rentrer dans des trucs un peu plus complexes, d'abord un petit peu l'éclairage, le rendu, jusqu'à ce que j'ai enfin des images à montrer et rentrer dans une entreprise en tant que stagiaire, où là j'ai rencontré pour la première fois des animateurs. J'avais jamais considéré l'idée de faire de l'animation. J'ai rencontré les premiers animateurs qui étaient formés en 3D chez les Gobelins. Et juste en les regardant travailler, regarder ce qu'ils faisaient, c'était chez Dubois, une entreprise je crois qui n'existe plus maintenant. Mais j'avais été fasciné, j'avais trouvé ça vachement cool, quoi. Et donc c'est comme ça que tout doucement je me suis mis à l'animation, tout en continuant à essayer de progresser sur les autres domaines qu'on trouve en 3D, le modeling, le rigging, tout ce qui concerne, surtout tout ce qui concerne les personnages en fait. Et à ce moment-là, tu avais arrêté complètement de dessiner? Je dessinais un peu, mais j'ai jamais eu de technique, jamais eu de formation. Donc, et je veux dire, au bout d'un moment, quand on commence à rentrer dans le milieu et qu'on rencontre des gens qui vraiment, pour le coup, savent bien dessiner, qui ont un talent et qui en plus ont été éduqués, là maintenant, le fossé entre ce que je faisais et ce que je voyais était tellement large qu'il était hors de question que j'essaie d'aller dans cette direction-là. J'étais peut-être soit trop feignant, soit peut-être trop désespéré par le travail que ça avait demandé. Donc la 3D, l'animation en 3D permet à des gens comme moi de se passer du dessin. C'est pas vital. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que tu voulais en faire ton métier? Alors, du coup, c'était devenu mon métier d'être généraliste en D'accord. 3D. Je commençais à faire des petites pubs, en France, ce qu'on appelle des billboards, c'est-à-dire avant la météo, une petite présentation en 3D, des choses comme ça. Donc à l'époque, c'était Monsieur Bricolage. C'était bien, c'était intéressant. C'était très bien aussi pour moi d'avoir un minimum de responsabilité et en même temps d'être un petit peu poussé dans mes retranchements par rapport au niveau que j'avais. Donc j'ai appris comme ça. Et puis surtout, ça me permettait aussi de commencer à construire un réseau de connaissances, de gens
souvent très talentueux, qui avaient déjà énormément de connaissances par rapport à moi, donc ça me permettait d'apprendre d'eux, soit en les observant, soit complètement avec des explications directement. Tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, utilise tel outil, tel machin, et c'est comme ça que je progressais. Et surtout de commencer à rencontrer des vrais animateurs, des gens qui avaient été formés pour de vrai en animation traditionnelle, avec une méthodologie de travail que je connaissais pas du tout. Mais ouais, donc c'est comme ça, ouais. Et du coup, tu as appris l'animation sur le tas? Ouais. Ouais. Donc quand j'ai rencontré ces animateurs à Dubois qui était une entreprise plutôt d'effets spéciaux, ils m'ont dit si tu veux continuer vers l'animation, va plutôt. C'était une autre entreprise qui s'appelait Sparks, qui faisait de la série. On faisait celle-là, Roly Poly Oly. Et qui a une approche beaucoup plus traditionnelle de l'animation. Donc je suis allé chez Sparks, d'abord en tant que généraliste, j'ai fait de la publicité, et petit à petit, en parlant avec le directeur d'anime, en essayant de le convaincre que je pouvais aussi apprendre l'anime avec lui, et donc il m'a pris dans son équipe, et donc il m'a appris, parce qu'il avait une approche vraiment traditionnelle de l'animation, il travaillait avec le chronomètre et les feuilles d'expo, et donc j'ai appris vraiment avec lui à planifier mes animations un peu à l'ancienne, on va dire. Donc c'était vraiment intéressant. Et donc ça a été la première marche qui m'a permis vraiment de rentrer dans le monde de l'anime. Ouais. Et après, comment ça a évolué du coup ta carrière dans ce milieu? Et bien à partir de là, Sparks avait quand même une petite aura à l'époque sur Paris. C'était une entreprise qui était connue pour faire des animations un peu cartoon, un peu. C'était peut-être avec d'autres entreprises comme MacGuff les seuls un petit peu à approcher l'animation 3D de manière traditionnelle, avec une vision un peu 2D. Donc ça, à partir du moment où on a travaillé un peu chez Spark, ça ouvre d'autres portes et ça permet d'aller sur d'autres projets. Et de toute façon, je veux dire, n'importe qui, on commence par des petits projets, puis on a un meilleur projet, ça permet d'ouvrir une porte dans une autre entreprise, et ainsi de suite. Et on augmente, on va dire, le niveau des responsabilités petit à petit sur le temps. Moi, à Paris, avant de pouvoir travailler sur des projets un peu plus difficiles, ça m'a pris peut-être 9 ans, à peu près 9 ans, et pour ensuite commencer un petit peu à partir vers l'étranger, et ainsi de suite. Mais alors, donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu as été à MacGuff quand même, avant d'aller à l'étranger? C'est ça. Donc MacGuff, c'était aussi une entreprise qui faisait beaucoup d'animation avec Pierre Coffin, il y avait toutes les séries Patestan. Donc MacGuff, j'y suis d'abord rentré en tant que rigueur, encore une fois, toujours par une porte différente, en tant que rigueur, parce que je connaissais des gens qui travaillaient en rigging là-bas. Donc j'ai commencé par faire du rigging pour Pierre Coffin sur Patestan. Et ensuite, il y a le film Chasseur de dragons, qui était un gros film sur Paris par rapport au marché parisien. C'était un film qu'on voyait se développer depuis plusieurs années, qui avait été testé dans plusieurs compagnies. Donc beaucoup de gens voulaient travailler sur ce film-là. Donc ça m'a permis, en tant que rigueur, de rentrer chez MacGuff et ensuite de travailler en tant que rigueur. Donc je faisais du rigging sur ce film et ensuite de convaincre le directeur d'anime de rentrer en anime. Parce que du coup, à ce moment-là, c'est ce que tu voulais faire? Ouais, c'est ce que je voulais faire. Et, en fait, ce qui est un peu difficile quand on est généraliste, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont super intéressantes. Le rigging, c'est fascinant, c'est compliqué, c'est un travail qui est à cheval entre un travail artistique et un travail un petit peu d'ingénierie. Donc c'est fascinant. Mais en même temps, je voyais tous les gens qui ne faisaient que de l'anime, je les voyais progresser à une vitesse. Et moi, je me sentais complètement dépassé. Donc il y a un moment où il a fallu que je me dise ok, je ne peux pas tout faire, il va falloir que je fasse un choix. Et l'animation, c'est quand même c'est une grammaire. C'est une grammaire qui est indépendante du fait qu'on travaille en 3D, en 2D ou en stop motion. Donc en fait, il faut apprendre cette grammaire et il faut la travailler. Et donc il a fallu vraiment que je me dise ok, je me jette corps et âme là-dedans maintenant, il faut que j'apprenne cette grammaire-là. Et donc voilà, j'ai décidé d'arrêter tous les autres activités, le lighting, d'arrêter de travailler en rigging, modeling, vraiment, et de me concentrer que sur l'animation. Et ça veut dire que tu faisais des animes pour toi le soir en plus, pour te J'ai fait ça, ouais. Il y a le livre de Richard Williams, par exemple, où j'ai passé pas mal de temps à copier les animations de Richard Williams pour essayer de comprendre. Je faisais ça donc, il y avait donc avant de rentrer chez MacGuff, le directeur d'anime chez Sparks, à l'époque où moi je suis arrivé chez Sparks pour faire de la série, lui il écrivait un livre.
Et donc il m'avait dit, si tu veux te joindre à nous, commence par me montrer un peu ce que tu fais et pourquoi tu pourrais tester mon livre, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à faire les exercices aussi de son livre. Et ce qui était bien, c'est que j'étais donc corrigé par l'auteur du livre et celui qui gérait les équipes d'animation. Donc du coup, il pouvait tout à fait me jauger si j'étais prêt à rentrer dans l'équipe, si j'avais la personnalité aussi qui était... Parce que c'est difficile des fois de gérer des gens qui ont trop de personnalité. Là, moi, je me mettais à l'entière disposition de ces gens-là en me disant, vas-y, moi j'ai tout à apprendre, montre-moi et je le ferai, quoi. Super. Ouais, c'est le meilleur moyen de convaincre quelqu'un. Donc ça s'est passé comme ça, voilà, c'est une construction. Et petit à petit, on crée son propre système de travail et on arrive à ouvrir d'autres portes et ainsi de suite. Et du coup, le premier film d'animation sur lequel tu as bossé en tant qu'animateur? C'est Chasseur de Dragons. Ah, donc au milieu de la prod, en fait, tu as fait la transition? Non, parce que là à l'époque, à MacGuff, c'était vraiment bien découpé. On a fait la pré-production. Et quand j'ai fini la pré-production en rigging, il y avait déjà quelques animations qui étaient faites, des tests d'anime, mais l'animation n'avait pas proprement commencé, donc c'était possible pour moi de faire la transition vers l'anime. Donc tu as animé les persos que tu avais rigués? Ouais, ça c'était cool, ouais. Ah ouais, c'est cool. Alors j'ai pas rigué tous les persos, j'en ai rigué ouais. quelques-uns, mais je sais plus combien il y avait de personnes en rigging, mais c'était au minimum entre 5 et 10 personnes, je me rappelle plus. Et du coup, tu as vécu à MacGuff cette transition vers Despicable Me Alors non, moi je suis parti en Espagne, et donc moi quand j'ai quitté MacGuff, c'était toujours MacGuff. Et quand je suis revenu d'Espagne, je m'apprêtais à partir en Angleterre. J'avais déjà signé mes contrats et j'ai juste travaillé 3 mois à MacGuff, le temps que tout se fasse au niveau des papiers, de l'administratif pour partir en Angleterre. Donc ça m'a permis de travailler sur Despicable Me. Et je ne sais même pas si à l'époque du premier Despicable Me, si MacGuff était déjà devenu Universal, je ne suis pas sûr. Je crois, parce que c'est Chris Meledandri, le boss d'Illumination, qui était arrivé avec le projet de Despicable Me. Ok, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que s'est fait cette transition-là, mais donc moi j'ai juste travaillé 3 mois en gros pour Universal. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà l'idée de partir à l'étranger? Est-ce que tu avais déjà tu avais Disney en tête? C'était quoi tu avais un plan de carrière? C'était quoi ton état d'esprit? Non, je pense qu'à l'époque de Chasseur de Dragons, mon idée c'était juste, je ne sais pas pourquoi j'avais ce rêve-là de travailler sur un film. J'avais envie de travailler sur des films d'animation. Donc Chasseur de Dragons, ça avait déjà répondu à cette envie-là. Et donc une fois que c'était fait, je ne savais pas trop ce que j'avais envie. J'ai découvert cette boîte en Espagne sur internet, juste des images fixes. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant. On était à MacGuff, on animait sur Chasseur de Dragons, on était plusieurs animateurs à parler de ça devant la machine à café. Ah, tiens, cette boîte en Espagne, ils font des trucs cool. Et le directeur d'anime, Kyle Balda, il nous entend parler de ça. Et le lendemain, il vient nous voir et nous dit si vous voulez, je connais ces gens-là, je les ai contactés et je vous ai organisé un entretien si vous voulez. Et donc, donc je suis allé les rencontrer en Espagne, on était 2 avec un autre animateur qui s'appelle Fabrice Seigna. On a passé un gros week-end en Espagne, à Madrid, et on a rencontré ces gens-là et j'ai vu les images qu'ils faisaient. Et là, tout de suite, la motivation est revenue. J'étais vendu à 100%, je veux aller en Espagne, je veux travailler avec ces gens-là, ils font des trucs vraiment beaux. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis parti en Espagne. Et je trouvais ça que c'était vraiment cool, quoi. Et t'as bossé sur un long là-bas? J'ai bossé sur Planète 51. Voilà, c'est ça, Planète 51. Boîte espagnole en Espagne, donc il y avait ce côté un petit peu colonie de vacances. On arrive en Espagne, il fait beau, on était un petit groupe de Français au final. C'était cool, c'était vraiment une super expérience. Et là, pour le coup, après, j'ai été piqué par le virus j'ai envie de voir d'autres pays, j'ai envie de vivre ailleurs. Une fois qu'on a testé une première fois, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc c'est pour ça qu'après j'ai tout fait pour partir en Angleterre. Ça faisait un petit moment que j'avais essayé de partir en Angleterre, mais c'est un marché différent. L'Angleterre, c'est le marché des effets spéciaux, beaucoup des grosses boîtes d'effets spéciaux. J'avais jamais eu de réponse positive, ça n'avait jamais vraiment marché pour moi d'aller en Angleterre. Mais après le Planète 51, je ne sais pas pourquoi ce film a été une bonne vitrine au niveau professionnel. Ça m'a permis d'ouvrir les portes de l'Angleterre et d'aller en Angleterre. Le directeur d'anime qui m'a embauché en Angleterre venait de l'animation traditionnelle, il venait de chez Disney. Donc pour lui, c'était quelque chose d'intéressant d'embaucher des gens qui viennent de l'animation plus cartoon, on va dire, pas forcément traditionnelle, mais plus cartoon, bien que c'était pour faire du VFX.
Il avait envie à Double Negative de fabriquer un département d'animation keyframe, pas de motion capture ni rien. Au final, c'était pas possible de faire que ça, donc on a fait un peu de motion capture. Iron Man 2, c'était beaucoup de motion capture ou de la rotoscopie. Mais on a fait beaucoup aussi d'animation keyframe sur John Carter ou des choses comme ça. Ça t'a plu là ton expérience en Angleterre sur le FX? Ouais, j'ai vraiment aimé. Alors j'ai aimé parce que je crois, en écoutant un peu, en parlant un petit peu avec d'autres collègues qui étaient dans d'autres boîtes, c'était Double Negative, ils avaient à l'époque l'ambition de faire un studio avec une bonne qualité de travail, sans travailler des heures sup de fou. Enfin, il y avait quelque chose qui était intéressant. Le directeur d'anime était pas facile, était un peu dur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est dur avec les employés, mais parce qu'il a envie de faire grandir le niveau général, de construire vraiment quelque chose d'organique. Et moi, j'apprécie ce genre de personnalité, et donc j'avais apprécié travailler avec lui. Et il défendait un petit peu les animateurs par rapport au studio, donc il y avait vraiment quelque chose d'assez intéressant, une bonne synergie dans ce studio, donc j'ai vraiment aimé, ouais, c'est clair. Et comment alors ta transition s'est faite vers les États-Unis et comment tu as atterri à Disney? Ce qui s'est passé, c'est donc Double Negative, quand on a fait John Carter, on était un des plus gros départements d'anime au monde. À ce moment-là précis, je pense que c'était peut-être un peu plus d'une centaine d'animateurs parce que c'était un gros film, c'était ambitieux. Il y a peut-être d'autres studios qui sont qui étaient relativement de la même taille à cette époque-là, mais ça faisait partie des plus gros studios et ils savaient qu'après ce film-là, ils allaient devoir laisser partir beaucoup d'animateurs. Et au même moment, Disney cherchait des gens. Et comme le directeur d'anime chez Double Negative était un ancien de chez Disney, ils se sont mis un petit peu en relation. Et donc Disney est venu à Londres pour recruter des gens. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Disney. J'avais déjà communiqué un petit peu avec Disney quelques années auparavant, peut-être 2 ans avant. Ça n'avait rien donné. Et surtout, plus des studios comme Pixar et DreamWorks, parce que Disney, pour moi, c'était de la 2D et je faisais pas de 2D. Mais toute cette histoire est arrivée, tout ce moment où ils sont venus nous recruter à Londres, c'était juste après Tangle, Réponse. Et donc, ils commençaient vraiment de plus en plus à transiter vers la 3D. Oui, Tangle, ça a été leur moment de révélation un petit peu 3D, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde a vu ce film-là en disant « Ok, là, ça devient intéressant. Ouais. » Même si le film d'avant, Bolt, était quand même pas mal, c'était de la belle 3D, ouais, mais sinon avant ça, les quelques expériences qu'il avait fait, c'était pas si convaincant que ça. Ouais. Famille Robinson, voilà. Chicken Little, ouais, c'est venu petit à petit, quoi. C'est venu petit à petit, ouais. Mais du coup, voilà, ils sont venus. Alors, ce qui était intéressant, c'est que Disney, ça les a pas trop intéressés ce que j'avais fait chez Double Negative, notamment parce que John Carter, c'était réalisé par Andrew Stanton, donc il y avait une approche quand même assez traditionnelle de keyframe dans la façon dont on a animé le film. Mais même ça les intéressait pas. Ils m'ont posé que des questions pour l'entretien sur le film que j'avais fait en Espagne. Et vraiment, le film qu'on a fait en Espagne, je pense par rapport au budget, par rapport à ce qui se faisait en Europe à l'époque, a intéressé beaucoup de studios. La plupart des gens qui avaient travaillé sur ce film-là ont fini par trouver du travail dans des gros studios, que ce soit DreamWorks, Pixar, Disney. On était plusieurs à Disney, je me souviens plus, 3 ou 4. Parce que c'était une assez bonne qualité quand même à ce moment-là. Donc tu t'es fait recruter, ouais. Tu es allé sur place et direct animateur sur Wreck-It Ralph. C'est ça, premier film, Les Mondes de Ralph, ouais. Comment ça a été alors d'arriver à Disney, de t'intégrer à la boîte? Ouais, pas facile. Pas facile parce que la culture est vraiment différente par rapport à tout ce que j'ai vu en Europe. L'énergie est placée à des endroits différents de ce que moi j'avais l'habitude. Et donc il a fallu que... Et ce qui est compliqué, c'est que eux peuvent pas expliquer à un étranger quelle est la différence entre leur façon de faire des films et nous, puisque ils savent pas. Ils font des films d'une certaine manière, ils savent pas qu'ailleurs on fait autrement. Et donc ça veut dire que c'est la responsabilité de chaque individu, quand il rentre chez Disney, de comprendre le décalage et d'arriver à compenser ce décalage. Donc ça m'a pris du temps, ça m'a pris un bon 2-3 ans. Et en fait c'est assez naturel finalement.
je sais pas, je travaillais peut-être 6 mois par an à des 65 heures par semaine, 6 jours par semaine. Il y a un moment avec la fatigue, on se dit bon, il faut que je change quelque chose parce que je suis épuisé, j'ai pas vu mes enfants depuis 2 jours, bref. Donc au bout d'un moment, on est obligé de se remettre en question et de trouver des solutions. Et donc on regarde où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il y a beaucoup d'itérations, pourquoi ils me demandent de recommencer ci, où est-ce que ça pêche. Et donc au bout d'un moment, on finit par comprendre, ok, il faut que j'arrête de passer trop d'énergie ici. Il me demande très peu de commentaires là-dessus. Par contre, à chaque fois, je recommence ça. Donc c'est cette partie-là où il va falloir que je comprenne ce qui ne va pas. Et petit à petit, on change sa façon de travailler et on s'adapte. Et voilà, on rentre dans le moule Disney petit à petit. Ça prend des années. Est-ce que tu penses que c'est pour le mieux? En tout cas pour toi, est-ce que ça a été bénéficiaire? En quelque sorte, oui. Parce que si on veut rester dans le monde Hollywood, dans le monde hollywoodien et qu'on veut continuer à travailler dans ce monde-là, oui, il faut s'adapter, donc c'est pour le mieux. Si maintenant on veut travailler ailleurs, avec d'autres méthodes de travail, chaque compagnie a une culture différente, même plus que ça, chaque pays, donc ouais, si on veut rester dans le moule hollywoodien, dans la façon de faire des films et la façon de raconter des histoires, c'est mieux de comprendre les codes de communication, où est-ce qu'on met l'énergie, et ainsi de suite. Et ça va simplement améliorer la qualité de vie, parce que du coup, on va aller droit à l'essentiel, on va passer moins de temps à faire des itérations, à recommencer. Maintenant, avoir travaillé longtemps à Disney, ça ne veut pas dire qu'on est capable d'animer ailleurs. Je pense que chaque compagnie a une philosophie, une approche, et donc du coup, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre à chaque fois, je pense, sincèrement. Ouais. Et du coup, donc ça a changé ta façon d'animer, ta méthode? Un petit peu, ouais. Ouais. Et c'est quoi du coup la méthode Disney alors? Alors la méthode Disney, parce qu'ils ont un gros passif en 2D, même si on est en 3D, on a beaucoup plus de possibilités en 3D de changer, c'est un peu plus organique, on peut à tout moment revenir en arrière, recommencer, changer une petite partie, c'est plus souple que la 2D. Eux, en tout cas, ils essayent d'approcher la 3D avec une vision 2D. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais, beaucoup. Ils essayent même de trouver tout ce qui peuvent rentrer dans les méthodes de travail qui pourrait donner un aspect 2D, plus 2D, pour casser la froideur de la 3D, pour casser... alors, c'est pas le seul studio à faire ça, évidemment, il y a beaucoup d'autres studios qui essayent de faire ça avec différentes idées qui parfois sont vraiment intéressantes. Je pense Spider-Man, tout le monde est d'accord. Il y a d'autres façons de faire, même Hotel Transylvania. Je veux dire, ils ont fait un travail, vraiment un excellent travail pour casser un peu ce côté 3D. Donc c'est pas le seul studio qui fait ça. Bad Guys à DreamWorks. Bad Guys à DreamWorks, voilà, avec un côté un peu manga, un peu japonais. Non, il y a plein de studios qui essayent et ils ont d'autres solutions. Disons que moi, c'est la première fois que je faisais cette expérience-là. Donc, pour moi, c'était très dur, et parce que je ne l'avais jamais fait avant. Pas autant poussé, en tout cas. Et donc, ouais, ça a demandé une grosse adaptation, et notamment sur les méthodes de travail, qui est déjà d'aller beaucoup plus travailler sur les pauses. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué au début, c'est que finalement, une animation très finie, très léchée, en rien peut convaincre un réal là-bas ou une équipe de supervision. C'est-à-dire que moi, j'arrivais à vendre une animation à mes superviseurs, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, à partir du moment où il y avait un travail bien fini, on va dire poussé le plus loin possible, ça pouvait suffire pour convaincre un réalisateur. À Disney, non, ça ne marche pas comme ça. À Disney, il y a une attente sur des poses précises, avec un standard précis sur la façon de sculpter les poses en 3D ou de dessiner si on était en 2D. Et quel que soit le niveau de finition d'un plan, on va revenir en arrière jusqu'à ce que ces poses-là, on ait atteint l'expectation. Donc le dessin, en fait, c'est ça? Quelque part, oui, on revient vraiment aux fondamentaux, ouais, c'est ça. Ouais. Aux fondamentaux, quel que soit le niveau de qualité qu'on a mis dans les mouvements, il faut que les fondamentaux soient là. Et est-ce que tu as senti qu'il y avait une sorte de pression de l'historique du studio
sur vous les animateurs, surtout si on vient de France et que voilà, il y a cette pression des légendes, tu vois, parce qu'en plus, voilà, quand on était ensemble au studio, il y a cette place où il y a toutes les Disney Legends, tu vois, et il y a un petit peu ce côté, bon bah ouais, il y a les grands, il y a les 9 grands sages, mais en fait, il y en a plus que ça. Est-ce que tu as senti une pression par rapport à ça ou pas? Qu'il fallait être à la hauteur de ce passif? Alors, sentir une pression pour être à la hauteur, ça je l'ai senti dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé parce que à chaque fois c'était une marche. Donc je rentrais dans un nouveau studio avec souvent, pour être tout à fait honnête, j'avais pas le niveau. Et c'était pour moi un travail compliqué d'atteindre le niveau pour au moins être sûr que je fais partie de l'équipe. Donc ça, je l'ai senti dans tous les studios. Et dans chaque studio, j'ai toujours trouvé un animateur, 2 animateurs où je me dis, ok, eux, ce seront mes modèles. Je vais devoir, j'ai 1 an pour comprendre pourquoi j'aime leur travail, et ainsi de suite. Et essayer de prendre. Donc je l'ai vécu aussi à Disney. Pas forcément par des individus en particulier, genre des individus du passé, des individus. Parce que j'ai pas trop ce rapport un peu geek avec l'animation. Donc, non, je ne l'ai pas senti comme ça, je l'ai senti juste simplement quand on présente son travail devant l'équipe, devant les réals, devant les superviseurs en dailies. Simplement les commentaires. Quand on entend les commentaires, on se dit ok, j'ai tout faux, et on le prend. C'est difficile de ne pas le prendre personnellement. Soit j'ai pas compris ce qu'on m'a demandé, soit ce que j'ai fait c'est complètement nul. Mais là, il faut que je recommence. Ou en tout cas que je recommence toute une grosse partie de mon travail. Évidemment, tout ça, c'est amplifié par le fait, le stress et la fatigue. Si on est en fin de prod, on est fatigué, on est encore plus sujet émotionnellement à se dire « Ok, je suis complètement nul ». Donc ça, je l'avoue, je l'ai ressenti chez Disney beaucoup plus intensément qu'à nulle part ailleurs. Alors pourquoi ? Parce que je pense que c'est leur niveau d'exigence, simplement. Ils sont... on entendait souvent, j'ai toujours eu ce commentaire be more spécifique. Ouais, j'ai entendu aussi. Ouais. Voilà, et c'est un commentaire qui est compliqué parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? J'ai déjà entendu des histoires. Ton anime, je dois ressentir que tu as eu du fun dans cet anime. Oh, c'est compliqué de. Moi, ce que j'avais compris quand c'était mes profs à Pixar qui m'avaient dit specificity, c'est la clé. Je l'avais compris comme la spécificité, c'est toi. Donc tu dois mettre aussi quelque chose de toi qui est unique. C'est ça la spécificité que tu vas mettre dans ce plan et que seul toi en fait peux faire. Ça c'est un sujet intéressant parce que moi j'ai eu des reviews par exemple, donc chaque fin d'année on a une review, c'est là où on détermine, on fait un bilan, ok, ton année, comment ça s'est passé, quels sont les domaines dans lesquels tu dois travailler pour améliorer et ainsi de suite. J'ai eu une fois ce commentaire qui était « t'es français et ce serait bien que tu amènes cette petite touche français dans ton travail ». La French Touch ? Par exemple. Mais le problème, c'est qu'il y a une contradiction entre ce qui est dit, on aimerait que tu sois plus que tu amènes que tu prennes des risques et que tu amènes ce côté personnel, mais à chaque fois que j'ai essayé, par exemple si je fais un plan, je pars dans cette direction-là, itération après itération, en dailies, on me ramène vers quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel et classique que je voulais justement éviter. Et finalement, ça a du sens, c'est logique. On a chez Disney peut-être une centaine d'animateurs, tous avec une personnalité différente, et pourtant, on doit faire en sorte que quand on anime tel ou tel caractère, tout le long du film, il y ait une consistance. Et donc, c'est pas possible de laisser chaque animateur partir dans sa direction personnelle et espérer avoir des personnages qui évoluent de manière organique et consistante au niveau émotionnel. Donc il y a une contradiction. Ce qu'il n'y avait pas en 2D, puisque en 2D, tu avais un animateur par personnage qui pouvait du coup donner de lui dans le personnage, et il n'y avait pas cette contradiction qu'en 3D, en fait, un animateur peut animer tous les personnages du film. En tout cas, nous, là, effectivement, on va être casté sur un groupe de shots dans lesquels on va devoir animer tout ce qu'il y a dans le plan, différents caractères, les objets avec lesquels il y a des interactions, ainsi de suite. Et donc, effectivement, on a des superviseurs qui sont là pour essayer d'être les garants de la continuité et de faire en sorte que chaque caractère reste consistant. Mais au final, de toute façon, il y a toujours un petit peu de chaque individu dans chaque plan. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas des changements brutaux, ni en termes de style, ni en termes de personnalité, ni en termes d'émotion, et ainsi de suite. Donc au final, moi, on m'a verbalement demandé de prendre des risques et de montrer quelque chose d'unique. Mais la réalité, c'est que jour après jour, on me fait rentrer dans un moule.
Et finalement, mais je trouve que c'est logique. Ça me paraît évident qu'il faut un minimum de consistance. Sinon, Mais alors pourquoi tu penses qu'ils cherchent la spécificité justement au moment où ils embauchent les animateurs? Ils cherchent des animateurs qui ont quelque chose d'unique en fait. Et pour au final... Bah, alors je sais pas. Il y a peut-être... alors, pendant qu'on est dans une entreprise comme Disney, il y a peut-être simplement de maintenir la motivation des gens. Il y a peut-être une forme de management, c'est de maintenir une illusion de libre arbitre pour être sûr que chaque personne est engagée dans son travail, en ayant l'impression de faire quelque chose d'unique. C'est difficile quand on a des personnalités de gens qui se ressentent comme des artistes, ils veulent produire quelque chose d'artistique. La réalité, c'est qu'on est dans un système un petit peu industriel, surtout Hollywood. On produit des films de manière industrielle et le but final, c'est quand même de faire des tickets, de vendre des places de cinéma. Donc, il y a une contradiction un petit peu entre on essaye de jouer sur l'ego des individus pour les maintenir motivés, et en même temps on produit des films de manière industrielle et on essaie de faire rentrer tout le monde dans un moule. C'est un peu compliqué, donc je pense qu'il y a un petit peu un jeu de management. Maintenant, lors du recrutement, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un certain type de personnalité? Moi j'ai tendance à croire, et peut-être que je suis un peu cynique, mais j'ai tendance à croire qu'il y a le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on recherche tel type de personnalité, le numéro 1, celui qui est le plus fort de la Terre, mais le numéro 1, celui qui est le plus fort de la Terre, parfois il n'est pas disponible, parfois il n'a pas envie de venir, donc on va se rabattre sur le numéro 2 non plus n'a pas envie de venir, bon. Et au bout d'un moment, il y a vraiment un décalage entre la personne qu'on embauche et la personne qu'on voulait à la base. Je pense que Disney, ils sont comme tout le monde, ils embauchent les gens qui peuvent, ils essaient d'avoir des gens qui sont avec un maximum d'expérience et ainsi de suite. Mais voilà, la réalité du marché, c'est que des fois, on fait avec ce qu'on a, quoi. Chaque entreprise a les mêmes problématiques, je pense. Et toi, du coup, dans tes 10 ans à Disney, tu as l'impression que tu as pu quand même mettre de toi dans tes animations? Il y a plusieurs phases dans mes 10 ans de Disney. Je pense qu'il y a 2 grands moments. Il m'a fallu à peu près 2-3 ans, on va dire 3 grands moments, peut-être 2-3 ans pour comprendre à peu près la façon dont le système fonctionne et trouver ma place. On va dire que 2-3 films pour me dire ok, là il faut que je change ma façon de travailler parce que je ne vais pas tenir les rythmes de travail. Prendre confiance, changer ma méthode de travail, et donc 2 ans plus tard, on va dire après 5 ans, j'ai réussi à gagner la confiance de l'équipe. Et quelque chose que moi j'appréciais à l'époque, enfin que j'apprécie toujours, c'est que j'aime bien travailler dans mon coin, j'aime bien qu'on me laisse faire mes animes, j'aime bien, je les présente, on me donne des notes, je fais mes notes, et j'aime bien ressentir ça. Et donc forcément, le plus possible, j'évite de mettre trop mon ego dans l'affaire. Je fais mon plan, j'essaie de comprendre exactement ce qu'ils veulent pour essayer le plus possible d'aller exactement, le plus vite possible, le plus tôt possible, droit vers ce qu'ils veulent. Donc ça m'a pris 5 ans, je pense qu'après 5 ans j'étais bien, j'avais enfin cette sensation que j'étais libre parmi à l'intérieur de la boîte dans laquelle on veut que j'aille. Donc c'est une boîte, elle est grande, je peux m'exprimer dans cette boîte-là, je ne peux pas aller en dehors de cette boîte-là, mais ça me convient, c'est bien. Et après, petit à petit, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais petit à petit, le studio a voulu reprendre contrôle et de moins en moins de liberté, avec des échelons de plus en plus compliqués, des étapes de validation de plus en plus compliquées, avec de plus en plus de gens à convaincre. Ce qui fait que, oui, petit à petit, alors c'est toujours compliqué de se dire est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le studio qui a changé, donc toujours trouver une balance pour pas... mais voilà, oui, petit à petit, ça me convenait de moins en moins. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton process quand on te donnait un plan à animer? À partir du moment où tu as le plan en animatique, tu fais systématiquement des références, la discussion que tu peux avoir avec le réal, enfin c'est quoi ton process? Ouais, alors ça commence toujours par une discussion. Donc, c'est toujours compliqué, c'est quelque chose... une discussion, c'est des mots, et les mots, c'est subjectif. Il y a toujours un décalage entre quelqu'un qui a une idée dans sa tête et qui utilise des mots pour décrire cette idée, et quelqu'un qui écoute les mots et qui du coup refabrique une idée, et on peut être sûr que ça ne matche pas. Donc il y a la subjectivité des mots. Donc on a des outils, comme dans tous les studios, on a le storyboard, qui est déjà une étape normalement qui a été de validation avec le réal. Donc normalement on a déjà beaucoup d'informations, beaucoup de questions ont été... on a dégrossi vraiment les problématiques de la narration, mais ça arrive souvent
quand même que le storyboard soit il est obsolète parce qu'il y a eu un changement dans l'écriture du scénario. Parfois en fin de production, on n'a même plus le temps de passer par l'étape storyboard, on va directement au layout, donc il n'y a même plus de storyboard. Donc ça dépend vraiment des étapes. Mais globalement, donc on a cette réunion à Disney qu'ils appellent issuing, pendant laquelle on va discuter. On va discuter de tous les problèmes narratifs, techniques, qui sont propres au plan, avec d'autres départements aussi. Chaque superviseur de chaque département vient expliquer que là, il va y avoir telle problématique, on va faire attention à ceci ou à cela. Et donc là, c'est le moment où, selon si on a un plan d'acting ou un plan d'action, on va devoir parler du subtexte, on va devoir parler de toutes ces notions-là, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage. Est-ce que le ton du plan, parce que si c'est un si c'est un plan dramatique, mais que c'est comique, dramatique pour le personnage, mais comique pour l'audience, ça ne peut pas être traité de la même manière que si c'est dramatique pour l'audience. Donc toutes ces choses-là doivent être mises à plat à ce moment-là. Et donc à partir de là, c'est pas quelque chose que je faisais tout le temps, mais que maintenant je fais tout le temps. Généralement, j'essaie de me filmer, parce que ça permet en fait, c'est la façon la plus rapide de tester plein d'idées, finalement. On se met devant la caméra, on teste. Et puis très vite, on peut regarder et dire « Ah non, c'est pas la bonne idée, faut que je change ça, on peut changer tel mouvement, telle position, ainsi de suite. » Donc c'est peut-être la technique la plus rapide. Et à partir de là, soit on peut montrer ces clips, ces références au réalisateur, on peut discuter avec le réal, si on est un bon acteur, ce qui n'est pas forcément mon cas, soit une fois qu'on a fait son choix, on attaque directement l'étape de blocking et on va montrer le blocking. Mais voilà, c'est à peu près ce que je fais maintenant. Je pense que c'est assez courant maintenant, tout le monde fait ça. Ce qui est bien avec la vidéo référence, c'est qu'on peut aussi tester des timings différents, on peut retimer la vidéo, on peut même, moi ce que je fais de plus en plus, c'est donc de bloquer les pauses directement dans la vidéo pour me dire ok, celle-là c'est ma pause principale et je vais vraiment me concentrer sur cette pause-là. Voilà, tout ce qui peut permettre d'aller droit à l'essentiel le plus tôt possible, discuter avec le réal, changer s'il y a changement, et vraiment réserver tout le travail de finalisation de l'animation quand on a vraiment fermé toutes les questions, on a répondu, on a fermé toutes les portes, on sait où on va, quoi. Et ça serait quoi du coup le projet qui t'a le plus plu sur ces 10 ans? Alors il y a différentes choses, il y a on va dire le projet sur lequel je me suis plus amusé n'est pas forcément le projet que j'ai préféré. Ok. Parce que c'est comme ça, c'est la nature des... Par exemple, je pense que Zootopia, c'est le film que j'ai préféré à voir en tant que spectateur. C'était un film difficile à faire, donc c'est pas forcément le film que j'ai préféré fabriquer, participer. Moana, je l'ai un peu moins aimé, mais c'était presque plus fun à faire. Pourquoi, je ne saurais pas dire. Peut-être c'est le design des personnages. Il y a quelque chose dans Moana qui était sympathique. On avait quelque chose de rapidement assez fun. Il y a une animation très sharp, je trouve, dans Moana. Ouais, c'est souvent des choix, mais même les character design ils donnaient un résultat vraiment... Enfin, Zootopia aussi, il faut dire, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi Moana c'était fun, mais celui que j'ai préféré à Disney, étonnamment, c'est une série, quoi. C'est une série, la dernière série sur laquelle j'ai travaillé pour Disney+, une série pour Zootopia, mais parce que, et là pour le coup, c'est plus un problème de management, c'est parce que l'équipe était petite, il y avait un rapport directement, en plus on testait des nouveaux outils, donc on avait besoin de discuter avec les ingénieurs, donc il y avait quelque chose de super organique dans l'équipe, avec énormément d'interactions entre les différents départements. Ça ne concernait pas que l'anime, ça concernait vraiment donner des feedbacks sur les outils, voir ce qu'on pouvait améliorer et parler beaucoup avec les ingénieurs. Donc pour ça, c'était vraiment un beau projet, vraiment intéressant. Ouais. Alors du coup, pourquoi tu as fini par quitter Disney au bout de 10 ans? Alors, en fait, ça faisait un petit moment que je voulais quitter Disney, mais c'était sympa de valider 10 ans. Donc c'est un peu débile, mais en même temps, c'était sympa. Il n'y a pas un award qui donne quand tu restes 10 ans dans... Ouais, mais je suis parti avant de recevoir l'award. Donc, ouais, tant pis. Mais tu as le bon nombre de jours. Il est quelque part ton award.
Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que je pense pas que j'aurai d'award qui valide mes 10 ans, mais bon voilà, moi je sais, j'ai fait mes 10 ans, donc je suis content, c'est un chiffre rond. C'est vraiment un truc psychologique, absolument aucun sens, mais voilà. Pourquoi je suis parti parce que après, au bout d'un moment, je suis jamais resté aussi longtemps dans une entreprise. Le maximum que j'avais fait, c'était 2 ans en Angleterre. Je crois que j'avais travaillé 2 ans chez McGuff avant que ça devienne Universal. Un peu moins d'un an et demi en Espagne. Ouais, non, 10 ans c'est long quoi. J'avais besoin de changer d'environnement, j'avais besoin de. Et honnêtement, je pense que c'est un mix de beaucoup de choses, mais moi, arrivé, on va dire, ma petite crise de la quarantaine, besoin d'un petit peu de changement. Disney qui a changé, faut le dire, le management a changé, donc il y a beaucoup de choses qui font que l'ambiance est différente. Pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend des gens, de leurs attentes. En ce qui me concerne, c'était pas forcément ce que je cherchais. Et donc voilà, ouais, besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et au final, est-ce que ton expérience à Disney, elle était à la hauteur de ce que tu t'imaginais avant quand tu étais en France et que tu t'imaginais bosser peut-être un jour à Disney? Alors, ce qui est marrant, peut-être, c'est la contradiction qu'il y a entre un gros studio avec des moyens énormes et comment on pourrait dire, la qualité de vie, la qualité de. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à penser que si on est dans un gros studio et qu'il y a des moyens énormes pour fabriquer un film, du coup on a des moyens confortables peut-être. Et en fait c'est l'inverse. D'abord pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont moins besoin d'optimiser toute la partie outils qu'un petit studio avec moins de moyens. Donc il va avoir besoin au contraire d'optimiser. Donc ça j'étais étonné, mais finalement c'est logique. La notion d'optimisation est beaucoup moins présente, donc on a des outils qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus lents, beaucoup plus... donc c'est compensé ailleurs par d'autres choses, mais donc du coup on travaille énormément, et puis surtout ils sont moins frileux à l'idée de tout recommencer. Voilà. Le film marche pas, on recommence tout, on reconstruit tout. Et donc forcément, si on dit on doit sortir le film à telle date et qu'en plein milieu de production on dit on recommence tout, c'est incompressible. Donc c'est aussi pour ça que c'est si dur de travailler chez Disney, c'est que le nombre d'itérations, que ce soit au niveau de l'écriture du film ou au niveau de chaque individu, que chaque individu a à faire dans son travail, ne changera pas la date de fin. Et donc du coup forcément à la fin ça se compresse. Bon, je ne pense pas que Disney soit les seuls à travailler comme ça, mais c'est quelque chose qui était étonnant pour moi avec les expériences que j'avais eues dans des plus petits studios où c'était vital pour les plus petits studios d'avoir des structures beaucoup plus solides au niveau des outils, au niveau des méthodes de travail, parce qu'il n'y a pas le confort de pouvoir recommencer 10 fois un film. Donc ça c'était quelque chose d'assez étonnant. Et voilà, c'est vraiment un truc qu'on trouve dans dans les grosses structures. Ouais. Et là maintenant, pour le peu de temps que tu as bossé à DreamWorks, est-ce que tu sens des différences par rapport à Disney philosophie même de studio? Alors DreamWorks c'est vraiment nouveau, donc je viens de commencer, donc c'est difficile de faire une comparaison, mais l'impression que j'en ai, c'est que d'abord ils essaient d'avoir des plus petites équipes pour chaque film. Donc ça, forcément, ça change la relation qu'on a au quotidien avec son travail, parce que à Disney, par exemple, on était arrivé sur Encanto, on était arrivé à peu près à un peu plus d'une centaine d'animateurs par film. Donc si on découpe un film en une centaine d'animateurs, ça fait une moyenne environ de 1 minute d'animation par animateur à la fin du film. Sachant que peut-être il y a beaucoup de plans qui ne seront plus dans le film, il y a peut-être beaucoup de plans qui vont être recommencés. Donc c'est vraiment une façon étrange de travailler. Quand on regarde le film pour la première fois, on a l'impression qu'on n'a même pas participé au film. On voit son plan, c'était moi. Et on n'en parle plus. Donc j'ai l'impression qu'à DreamWorks, en ayant des équipes plus petites, ça permet de participer beaucoup plus au film, de travailler sur des séquences plus longues, des tronçons d'animation beaucoup plus longs. Et ensuite, d'un point de vue purement communication, c'est plus facile d'exister dans une plus petite équipe. La communication est plus rapide, les meetings sont plus petits, il y a beaucoup de raisons. Il y a aussi autre chose, c'est que souvent à Disney, les réalisateurs, c'est des binômes.
Je crois, il me semble qu'on est déjà monté à 3 ou 4 réalisateurs, je ne sais même plus sur quel film, mais souvent c'est des binômes. Qu'on ait une équipe de 30 animateurs ou de 100 animateurs, le nombre de réals ne change pas vraiment. On reste sur un binôme. Donc on a un goulet d'étranglement quand il s'agit de faire valider le film, qui fait que tout ça, ça complexifie. C'est pas si je multiplie par 2 le nombre d'animateurs, le film sera animé 2 fois plus vite, ça marche pas comme ça. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là, je pense, changent vraiment la dynamique de travail d'un studio à l'autre. Donc, pour finir, je pose toujours cette question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes artistes qui veulent devenir animateurs, qui veulent peut-être justement avoir un peu le même parcours que toi, c'est-à-dire peut-être aller travailler à l'étranger? Ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner? Moi mon expérience, c'est que je suis assez content d'avoir une évolution un petit peu lente. Je pense qu'il m'a fallu à peu près 9 ans en France pour commencer à pouvoir sortir et partir à l'étranger, ensuite en Espagne, et ainsi de suite. Donc on va dire que c'est à peu près 12 ans de travail pour joindre un studio comme Disney. Je suis content de ne pas avoir commencé par un studio comme Disney. Je suis content d'avoir vu d'autres studios avec des projets peut-être moins ambitieux, mais qui pourtant étaient durs à faire. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Je suis content d'être passé par ces étapes-là. Donc moi, une recommandation, parce que je sais qu'il y a des animateurs très talentueux qui sortent de l'école, qui ont les moyens de rentrer dans un studio comme Disney, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Après, ça dépend de chaque individu, évidemment, mais je pense que c'est bien de passer par des étapes lentes, où on mûrit un petit peu son rapport au travail. Parce que finalement, ça peut peut-être aussi, si on va trop tôt dans un studio, si c'est une sorte de rêve, si on veut un jour travailler dans un studio hollywoodien, arriver trop tôt à ce rêve-là, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Je pense que c'est bien. Il faut le mériter. Je sais pas s'il faut le mériter, parce que, ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien j'ai l'impression que c'est bien de construire, voilà, si on va trop tôt et qu'on atteint ses rêves trop tôt, peut-être après on devient cynique et il se passe plus grand chose après. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Peut-être changer de carrière, devenir réal, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal quand même de construire sa carrière doucement et d'avoir une petite récompense si c'est ça le but. Après, c'est pas forcément le but de tout le monde non plus, hein. Et donc voilà, si on choisit ce passe-là, cette direction-là, simplement le conseil que je donne, c'est simplement d'essayer d'accepter que ça prend du temps. On peut pas vraiment aller plus vite que la musique, hein. Ça prend du temps de comprendre, d'apprendre. Il y a des gens plus rapides que d'autres, mais voilà, et d'apprendre à son propre rythme, et d'accepter d'être patient. Des fois, moi je suis assez lent par exemple, il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre. Donc là maintenant, avec le recul, je me dis, ouais, le temps c'est pas grave. Ça valait le coup. Ça valait le coup, ouais, c'était fun. C'est toujours fun. Cool. Merci beaucoup. Super. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.